Bonjour et bienvenue sur Radio Sésame. Nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui deux musiciens de jazz de grand talent, le pianiste Grégory Ott et le contrebassiste Gauthier Laurent. Bonjour à vous. Bonjour, merci de l'invitation. Tout le plaisir était pour nous. Grégory Ott, pouvez-vous nous dire à chaud? J'apprécie beaucoup, magnifique. Ou à froid, hein, c'est comme vous voulez. Vous savez d'ailleurs qu'il y a une célèbre revue de jazz qui s'appelle Jazz Hot. Donc voilà, je suis pas venu au jazz par hasard. Comment vous avez ressenti cette rencontre avec les élèves de Villepatour? D'abord, merci pour cette invitation. On est vraiment ravis d'être là. Ça a été extraordinaire, vraiment, et c'est pas forcément, en tout cas moi, je suis pas trop habitué finalement à ce genre de rencontre, à faire ce type de masterclass. En fait, mon camarade Gauthier a plus l'habitude, c'est plus son domaine, puisqu'il est plus enseignant que moi, même si j'ai longtemps enseigné, mais c'est plus le cas. Voilà, j'avais une petite excitation quand même, voir du track, l'idée de cette rencontre. Pour moi, je suis hot et la glace s'est très vite brisée. Et ça a été vraiment très très sympa. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de concentration de votre part, beaucoup d'écoute, beaucoup d'intérêt. Il y a vite eu des échanges. Voilà, il y a quelques amis à vous qui ont pris la parole spontanément. Et ça a été totalement interactif en fait. Et c'est ce qui est vraiment plaisant dans ce genre de rencontre, c'est de partager, d'échanger. Et vous, Gauthier, qu'en avez-vous pensé? Alors merci beaucoup de votre invitation. Moi j'étais aussi très touché d'être là et d'être encore là aujourd'hui, parce que c'est pas terminé, on a encore un repas, oui, et une intervention cet après-midi. Mais moi j'étais très touché par votre écoute et votre intérêt à tout ce qu'on a abordé ce matin. Et puis beaucoup de concentration et beaucoup de réactivité. Alors, c'est vrai que Greg l'a souligné, moi je suis professeur au conservatoire à Nancy puis à Metz, mais je vais faire part de cette expérience à mes étudiants parce qu'ils sont moins concentrés que vous de quelques fois. Donc, vous êtes restés attentifs pendant une bonne heure 40, 1h45. C'était dur. Compliqué. Merci à tous. Avez-vous déjà mené des projets avec des gens handicapés? Alors personnellement oui. Mon premier travail, quand j'avais 16-17 ans, j'ai commencé à travailler pour des colonies, et puis également en prof de sport pour mais l'handicap qui était pas du tout moteur, donc quelques fois, mais plus sur le handicap mental. Mais j'ai travaillé après avec des gens qui étaient également handicapés moteurs, mais plus sur la cécité ou la surdité, etc. Donc après j'ai fait des cours de musique moi, avec des enfants qui étaient non-voyants, des enfants sourds, malentendants. Je pense que si j'enseigne de cette manière aujourd'hui, c'est que ça a été vraiment positif pour moi. Ça m'a appris beaucoup de choses sur la communication, sur l'échange. Donc j'en tire quelque chose de très très positif. Après, l'handicap, on l'oublie, puisqu'on s'adresse à des individus avant tout, et on parle avec eux, et on échange avec eux, on travaille avec eux. Mais c'était pas nouveau pour moi, cette rencontre. Pour moi, c'est une expérience similaire, mais pas avec des jeunes. Mais il se trouve que je travaille, mais Gauthier d'ailleurs régulièrement aussi, avec un accordéoniste aveugle, qui s'appelle Marcel Leflair, qui est un brillant accordéoniste de renommée mondiale. Et c'est une preuve flagrante que le handicap, il exclut pas les gens dans la musique. Et c'est souvent d'ailleurs Marcel, justement, qui lui ne voit pas, à compenser d'une autre manière. Et c'est un musicien qui est extrêmement à l'écoute. Et ça, à la limite, je crois que des fois, le handicap peut complètement favoriser aussi certaines sensibilités musicales. Grégory, vous êtes le leader du groupe Grégory Ott Trio avec Gauthier à la contrebasse et Mathieu Zirn à la batterie. Vous proposez un jazz très musical et très imagé comme dans le titre Ondulation ou Hope. Quelles sont vos sources d'inspiration? Déjà, c'est très gentil de nous flatter comme ça. Effectivement, Janice, c'est ça, tu parles d'image. C'est effectivement quelque chose qui, moi, me tient à cœur de pouvoir raconter une histoire. C'est ce que je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure. Parce que le jazz, des fois, c'est un terme qui fait un peu peur aux gens. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et j'aime bien raconter ou composer une mélodie que les gens peuvent assez rapidement mémoriser, identifier. Et dans mon univers musical, il y a plein de choses qui se rencontrent. Il y a plein de sources de jazz différentes. Ou de jazz différents plutôt, et aussi pas mal de musique classique, parce que je crois que justement ces histoires, les concertos, j'ai beaucoup écouté Chopin par exemple. Voilà, donc ça rentre dans mes élans créatifs, et encore une fois, le moins on se mettra de barrières musicales, on mettra des cases aussi sur des genres musicaux, le mieux on se portera. Quels sont les musiciens qui vous ont influencé? J'ai découvert la musique tardivement, je dirais, parce que des fois les gens commencent très très tôt, la musique, l'apprentissage. Donc moi j'ai commencé la musique quand j'avais 19 ans.
Et j'ai intégré le conservatoire en contrebasse classique. Et je pense que c'est les musiciens qui ont beaucoup influencé, c'est plutôt des personnalités qui influencent dans les parcours. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer un grand maître de la contrebasse qui était Bernard Vautrin, puisqu'il est décédé maintenant. Et c'était un monsieur, si j'étais pas tombé sur lui à cette période, je pense que j'en serais pas là actuellement. Et dans les parcours de sport ou d'activité artistique ou d'activité professionnelle, c'est beaucoup lié aux rencontres. Donc avant d'avoir une personnalité musicale, c'est des personnalités tout court. Et ce monsieur m'a fait confiance et au bout de quelques années, il m'a donné beaucoup de bases pour apprendre à jouer de cet instrument. Et dans ce parcours, après, j'ai été influencé par plein de courants artistiques, mais citer des musiciens de jazz, il y en aurait beaucoup. Mais c'est plutôt lié à des personnalités, moi, je trouve, dans mon parcours. Ok. Alors moi, je vais vous citer un exemple qui est absolument hyper représentatif de ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un pianiste qui est là ceci décédé, qui s'appelait Michel Petrucciani, qui est un pianiste français. Et alors là, on est dans l'exemple absolu de quelqu'un qui avait une terrible maladie, une maladie complètement dégénérative, une maladie des os. Donc il était atteint, maladie des os de verre. Il était en plus de ça atteint de nanisme. Donc preuve en est que la musique a toujours été là, au-delà des différences, la couleur de peau et des maladies. Et ça a été pour moi un exemple, même en faisant abstraction du personnage que c'était physiquement, c'était avant tout un artiste extraordinaire. Et il est allé vraiment au-delà de ses limites parce qu'il a dû se faire construire un système de pédalier adapté à sa toute petite taille. Et tu parlais de l'Ivan, de sa maladie des os de verre. Il lui arrivait très fréquemment en plein concert de se casser des phalanges. Et il continuait ses concerts. Il lui arrivait de jouer 2 heures de suite et au bout de 20 minutes, il se fracturait en plein concert. Et c'est intéressant parce que je vous invite à découvrir Michel Petrucciani. Il a un sens de la frappe au niveau du piano qui est assez extraordinaire, qui est très très percussive. Et on se dit, mais comment est-ce qu'il a pu s'infliger comme ça une telle peine ? Il aurait pu décider de jouer d'une manière beaucoup plus douce, beaucoup plus ronde, pour ne pas se faire mal. Et pourtant, pendant ses concerts, il oubliait ça. Et très souvent, il file à l'hôpital. C'est quelqu'un qui m'a influencé, parce qu'en plus, sa musique était accessible et très imprégnée. On a vu ce matin de musique aussi latine, beaucoup de musique brésilienne. Gauthier, vous avez rejoint récemment le Gregory Hot Trio. Pouvez-vous nous parler de vos activités musicales ? Alors, elles sont riches et variées. J'ai pas eu le choix pour intégrer le trio de Gregory Hot. Non, avec Grégory, on se connaît depuis de nombreuses années, donc on se suit mutuellement, on regarde les projets que l'on a chacun. Et puis, dans le jazz, en fait, on a aussi des séries de concerts qui peuvent tomber. Malheureusement, on n'est pas tout le temps libre. Et on a intérêt à avoir des connaissances qui seront là pour remplacer les musiciens qu'on peut avoir dans les formations. Ça, c'est une notion importante. Et malheureusement, Franck Bodez n'était pas libre tout le temps et il était peiné pour ça. Je précise qui était le contrebassiste qui a fait les albums. Voilà. Mais après, en jazz, les gens qui font les albums ne sont pas forcément les gens après qui jouent cette même musique sur scène. Voilà. Il y a beaucoup de rencontres en jazz, donc du coup... les choses ne sont pas forcément figées. Et lors d'un concert, Grégory m'a demandé si je pouvais être là à une date précise et j'étais disponible. Donc on a travaillé le répertoire ensemble et puis les choses sont mises en place où Franck avait moins le temps. Et puis après on a remonté les formations de cette manière où maintenant j'intègre définitivement le trio. Alors après je suis moi au sein de d'autres formations de jazz parce que je travaille avec des musiciens qui sont d'autres pays. Donc je travaille avec des musiciens allemands, des musiciens hollandais, des musiciens américains, etc. Donc on a plein de formations différentes. Et je suis également, moi, professeur donc là, dans le conservatoire, donc j'ai 16 heures de cours par semaine à donner dans des structures. Et vous, Grégory, quelles sont vos activités en dehors du trio ? Moi, je me diversifie pas mal aussi musicalement. Alors, le jazz, c'est la musique que j'affectionne le plus. Je loue aussi mes services en tant que pianiste pour des choses qui n'ont pas forcément à voir avec le jazz, mais toujours dans la musique. C'est-à-dire, je disais avant... que j'ai composé des musiques de publicité par exemple, j'ai accompagné des artistes de variété en tournée, j'ai pu faire des remplacements sur des émissions télé comme La Nouvelle Star que vous devez connaître, oui, où j'étais pianiste répétiteur des élèves et puis j'ai fait quelques émissions en direct, des collaborations avec des orchestres, des grands orchestres symphoniques, donc de musique classique. Des séances de studio, c'est-à-dire, Gauthier c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut être sollicité, on est invité par des chanteurs, des chanteuses, des gens avec qui on ne va pas forcément travailler tout le temps. Ça fait partie aussi de notre métier d'être invité pour enregistrer une partie de piano ou de contrebasse. Voilà, c'est finalement faire plein de choses quand on est musicien. On a nos propres projets qui nous tiennent à cœur, on les défend.
On est soutenu par des gens qui aiment ce qu'on fait. Voilà, mais ça peut aussi être de l'enseignement. C'est un peu un mix de tout ça. Je donne quand même ponctuellement quelques cours, mais c'est plus rare. Question pour nos deux invités. Vous avez toujours joué du jazz ? De par mon parcours, moi j'ai joué de la musique classique aussi. En plus, en étant contrebassiste dans les orchestres symphoniques, on en a besoin. Donc j'étais dans des pupitres où on a joué plein de répertoires. Ça fait partie de nos études. Et après, moi j'ai accompagné de la chanson, parce que j'aime bien la chanson aussi. C'est différents répertoires. Et puis le jazz, c'est venu au fur et à mesure des rencontres. Donc les styles, ça reste principalement des musiques instrumentales quand même. Et puis des musiques de répertoire, différents styles. Mais la musique acoustique, j'ai pas trop joué de style électro ou de style hard rock, des choses comme ça j'ai pas eu l'occasion. Mais moi je suis ouvert à plein de styles différents. Donc là tu vois, je suis en train de chercher du travail en direct. Et moi j'ai fait beaucoup de piano classique en fait. C'était une activité banale du mercredi après-midi. J'aurais pu faire du squash ou du football, et ça a été du piano. Voilà, ça m'a plu. Et donc je suis rentré au conservatoire à Strasbourg et j'ai fait beaucoup de musique classique avec une vieille prof très coincée, très rigide, très dure. Un classique, quoi. Ouais. Non, mais je lui dois beaucoup, mais c'était vraiment l'ancienne école. C'est une belle école parce que je me rends compte que quand je compose maintenant, tout ce que j'ai peut-être voulu fuir quand j'étais plus jeune, ça revient quand du Chopin, du Schubert, Mozart, Bach. Bach, d'ailleurs, on aurait pu en parler. Et pourtant, on est très loin du jazz temporellement, historiquement parlant. Enfin bon, bref. Et du coup, j'ai fait du classique, ça m'a plu. Et je me suis dit, à un moment donné, j'avais un bon bagage technique, j'avais appris suffisamment de choses pianistiquement. Et là, je me suis dit, ok, avec ça, je vais m'échapper, je vais faire du blues, des boogies. Et puis ça a commencé. Et j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui avait beaucoup de disques, qui m'a ouvert sur des tas de styles musicaux, notamment le blues et le jazz. Voilà, donc quand on a comme ça des gens qui vous invitent à écouter autre chose, c'est une chance. En parlant de classique, quel lien pouvez-vous faire avec le jazz ? Y a des figures imposées. Il y en a beaucoup plus en musique classique que dans le jazz. C'est vrai qu'en jazz, il y a cette possibilité de s'évader, d'improviser, ce qui serait totalement blasphème en musique classique. Maintenant, je parlais de Bach avant. Dans l'écriture de Jean-Sébastien Bach, il y a des choses dans le phrasé. Bon, là, c'est des notions un petit peu plus musicales, c'est-à-dire la façon de rythmer les notes. On s'est rendu compte que, tiens, Bach, si on change simplement le rythme, si on swing, en fait, Bach, ça aurait très bien pu être du jazz. Et ce qui est intéressant aussi de constater, c'est, je pense que ces gens-là, à leur propre temps, quand ils composaient, forcément, ils avaient une démarche d'improvisateur. Quand on compose, on improvise, on crée. Donc, voilà, c'est peut-être ça le lien le plus fort entre le jazz et la musique classique, c'est qu'à un moment donné, on est bien obligé de pondre quelque chose, d'inventer, de créer. Donc voilà, quelque part, c'était des jazzmen de l'époque sans le savoir. Moi, je rajouterais simplement que, également dans les concertos, tu vois la forme d'un concerto où il y a une partie lente, une partie un peu plus animée, et puis il y a une cadence à la fin. Le soliste est tout seul. Et au début, les cadences étaient improvisées également. Mais après, pour être plus proche de ce que voulaient les compositeurs, on les a écrits. Mais maintenant, les musiciens actuels commencent à refaire les cadences qu'ils ont envie d'inventer, envie de recréer. Comme d'applaudir entre les mouvements. Avant, on applaudissait à chaque fin de mouvement. Alors maintenant, non, on se dit c'est une erreur, on applaudit, puis on applaudit à la fin du concerto, à la fin de la symphonie, alors qu'avant, on pouvait applaudir quand on voulait. Comme nous, quand on fait des solos, que les gens nous applaudissent à la fin des solos en jazz, ou à la fin d'un morceau, là, c'est stimulant. Il ne faut pas oublier que cette musique, au début, elle est à partager, au début, elle faisait danser, et en classique aussi. Et d'ailleurs, pour rebondir, à l'époque, à la Scala de Milan, par exemple, en Italie, qui était une salle où il y avait beaucoup de créations d'opéra, quand les gens n'étaient pas contents, quand ils trouvaient que ça leur plaisait pas, ils le manifestaient. Ils sifflaient, ils crachaient, ils partaient. Évidemment, il faut garder le respect des musiciens et de la musique, mais peut-être qu'on est allé trop loin dans la surpolitesse, dans la déférence. Vous savez, le Sacre du Printemps, la première fois qu'il a été joué, les gens ils ont arraché les sièges. C'est toi qui parles des Stravinsky, je crois, ce matin. Quel est votre parcours scolaire et professionnel? Bon, on va y aller, c'était super. Je vais te laisser parler à la place. Alors pour le parcours scolaire et professionnel, c'est moi qui vais répondre. Comme tout le monde, on est allé à l'école et on a eu un parcours scolaire. Comme tout le monde. Après, quoi l'on aime ou pas l'école, ça c'est personnel. Après, selon les statuts, on a besoin d'avoir un niveau scolaire pour passer des diplômes après quand on veut enseigner. Après, on n'en a pas forcément besoin dans d'autres écoles. C'est aussi notre CV. Et moi, ce que je mettrais en avant, c'est plutôt notre richesse de parcours que les diplômes en eux-mêmes. Donc, des diplômes, on en a chacun.
Et sur des parcours et la richesse, bah là, oui, on a peut-être plus de diplômes qu'une personne lambda. C'est-à-dire que notre CV fait office de diplôme aussi. Et moi, je dirais qu'on passe des diplômes tout le temps. Parce qu'un concert, c'est comme un parcours sportif. C'est très juste. Quand on donne un concert, on n'a pas le droit de trop se tromper. Alors, on gomme nos erreurs, mais on apprend à tellement s'entraîner qu'on passe des concours tout le temps. Donc, chaque concert, pour nous, c'est comme un examen. Et une performance comme ce matin, de s'adresser à vous, bah, c'est aussi encore un examen, parce que on est en face de vous, on a envie de donner nous le meilleur, et puis on a envie que ça soit clair, et c'est un peu notre quotidien, nous. C'est qu'on est à l'école tout le temps. T'as tout dit. Nous vous proposons une pause musicale pour vous faire découvrir l'univers du Gregoriot Trio. Nous venons d'écouter Hope, extrait de l'album Oreada. Quelle a été votre source d'inspiration pour cet album ? Alors déjà, le titre de l'album, enfin Oreada, ça veut dire clin d'œil en espagnol. Ça vient de Los Ojos, les yeux. Et en fait, voilà, il n'y a rien forcément d'espagnol dans le contenu musical, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Non, mais si, en fait, mon meilleur ami vit en Espagne. Et c'était un petit clin d'œil à mon meilleur pote. Pour parler de ce morceau, Hope, qui veut dire espoir. Voilà, c'est peut-être un titre un petit peu fleur bleue, mais en même temps, force est de constater que l'actualité, tout ce qui se passe dans le monde, on a besoin d'espoir pour y croire. Et la musique est un beau vecteur d'espérance. J'ai invité, sur cet album, des copains musiciens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le trio piano, contrebasse, batterie. J'ai des potes saxophonistes ou harmonicistes. Alors harmoniciste, c'est quoi ? C'est le joueur d'harmonica. Également un guitariste. J'avais envie d'une célébration, d'inviter des amis, des brillants musiciens que sont Jim Grandcamp, Frank Wolf, Greg Zlap, qui est partenaire de Johnny Hallyday, par exemple, qui fait de l'harmonica, que je salue. J'espère qu'il écoutera l'émission. Et oui, cet album-là, en tout cas, est un petit peu au croisement entre musique très acoustique et des choses un peu plus électriques. Est-ce qu'avec Internet, la vente de disques est encore facile ? La vente de disques, en tout cas, elle favorise la diffusion. C'est le point positif, c'est que y a un accès au plus grand nombre. Donc il y a une vraie facilité de découverte pour peu qu'on soit curieux de découvrir ma musique ou notre musique ou les créateurs.
Quant à faciliter la vente, en tout cas nous ce qu'on en récolte, c'est comme on dit en anglais, c'est bullshit, c'est-à-dire très peu de choses. Pour nous, faire un disque, c'est plutôt un instant dans notre vie, on veut produire quelque chose moi j'aime bien encore, nous on est un peu old school, j'aime bien avoir un disque, un objet, quelque chose de concret, parce que faire un disque, c'est aussi respecter les instruments, les compositeurs, les ingénieurs du son. Il y a toute une hiérarchie comme ça. Il y a pour les gens qui font des albums, c'est une grande famille en fait. Et donc les disques, on les vend peu. Ils nous servent plus à démarcher, à être une carte de visite, qu'à vraiment gagner de l'argent. Sauf en concert, où les gens, ils ont un vrai réflexe d'achat des albums, parce qu'ils ont vu le concert, ça leur a plu, ils veulent rentrer avec un souvenir. On met une petite dédicace, on partage un moment avec les gens, et ça c'est vraiment sympa. Donc je pense que ça reste encore très important pour moi de faire des disques, même si maintenant tout ce qui est vente dématérialisée, les jeunes écoutent beaucoup de MP3. N'écoutez pas trop fort et écoutez des choses différentes. Peu importe finalement que vous achetiez ou pas, bon voilà, c'est bien d'écouter de la musique et dans de bonnes conditions. Pouvez-vous nous parler de vos projets? Vous avez des concerts en vue? Alors oui, il y a des concerts, on est tout le temps en train de chercher des concerts. Des concerts ne tombent pas facilement comme ça dans la besace. On a pas mal fait de concerts dans toute la France en 2016. Là, on est en train de construire une tournée 2017. On sera dans les environs de Strasbourg et de Nancy en concert le 10 et 24 mars. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui vont... Il y a un site, c'est le grégoriot.com, où toute l'actu est mise à jour, des nouvelles vidéos et les dates de concert. Un album en préparation? Oui, oui, ça commence à poindre. En tout cas, il y a suffisamment de nouvelles compositions pour décider de faire un album. Et donc, finalement, faire un album, c'est le produire nous-mêmes. On est très loin des grosses musiques de variété, où là, ce sont des grosses maisons de disques qui ont énormément d'argent. Nous, c'est différent. On est obligé finalement d'économiser pour produire un album, d'enregistrer, de payer les musiciens, de payer l'ingénieur du son, celui qui va mixer, travailler, payer le photographe, payer l'infographiste. Tout ça, c'est un coût. Et c'est important pour vous aussi de savoir que derrière la musique, il y a du travail et il y a un investissement. Des gens, quand vous, au finish, en bout de course, quand vous écoutez un MP3, pensez que derrière, il y a des instrumentistes, il y a des gens qui ont travaillé leur instrument, des photographes, des ingénieurs du son. Tout ça, ce sont en fait des métiers dans le grand métier, dans la grande famille de la musique. Les musiciens ont la réputation de mener une vie un peu débauchée. Alors là, je vais laisser la parole à Gauthier. Est-ce que c'est une légende? Alors, la débauche, 2 points à la ligne. Non, ça c'est... je pense qu'il n'y a pas besoin d'être musicien pour avoir une vie de débauche, ça dépend de son caractère et de son envie au quotidien. Mais non, ce qui fait un peu rêver les gens, c'est les questions qu'on a eues ce matin, c'est si on voyage beaucoup, si on rencontre beaucoup de personnes. Mais je pense que si on veut faire ce métier longtemps, il faut se préserver aussi. Donc, moi j'ai plein de copains qui ont les baskets dans les sacs et qui vont faire du footing à jeun le matin. Ce qui est une bonne motivation pour garder le corps intact et l'esprit intact. Donc en fait, non, c'est un peu les clichés, hein. Mais il y en a beaucoup des clichés dans tous les métiers. Cela dit, dans les années 30-40, on parlait de prohibition, cette époque où finalement, en plus ces musiciens de jazz, pour la plupart noirs, américains, ils subissaient une condition quand même sociale très dure et hélas, ils basculaient quand même très souvent dans la drogue dure ou dans l'alcoolisme dur également. Ça se voit moins maintenant. Mais le contexte social à l'époque avait largement favorisé ce genre de... Non, mais t'as raison de leur dire, parce que c'est vrai que ça fait partie de cette image dont on souffre là actuellement, mais comme des acteurs, comme des mecs qui travaillent à la bourse, enfin voilà, c'est... je pense qu'il y a des gens honnêtes partout, mais bon, qui ont plus de sensibilité, des fois qui se laissent... qui ont des déprimes, donc... Mais c'est sûr que les Noirs américains, dans les années 30-40, qui souffraient de racisme ambiant et de galères... se réfugier dans n'importe quelle forme de drogue, donc qu'elle soit l'alcool, des drogues dures, voilà. Mais non, Grégory et moi, on est très très sains. Enfin, en même temps, vous n'allez pas dire à la radio nous consommons de la drogue. Nous vous remercions à nouveau. Grâce à vous, l'univers du jazz nous est plus familier. Grégory et Gauthier, si vous le souhaitez, nous vous laissons le mot de la fin. Nous vous souhaitons tout le succès possible dans vos projets et nous suivrons votre carrière de très près. C'est très gentil. Alors nous, ça nous touche beaucoup. Hein. On revient quand vous voulez. Et en fait, on est très, très demandeurs de ce genre de rencontres. Donc
on a aussi un message à faire passer et j'espère que vous comporterez la bonne parole du jazz. Exactement, et je crois que c'est très important de faire autre chose que des concerts dans notre métier et de parler aussi de ce que l'on fait. L'ensemble des questions est vraiment pertinent et puis ça nous touche de sentir que le jeune public, parce que vous êtes quand même jeune, s'intéresse à des métiers différents et s'intéresse à ce style de musique. Au-delà d'une esthétique, c'est aussi nous le message qu'on aime faire passer dans nos rencontres quand on parle de tous nos projets et de notre travail. Merci beaucoup de votre intérêt. Merci d'avoir écouté Radio Sésame. À bientôt pour une prochaine émission.